Salut à tous, allez on va parler du tout nouveau DJI Mavic 4 Pro. Il y a pas mal de choses à dire. Alors je te le dis tout de suite, je vais pas te faire une revue complète parce qu'il y en a tellement qui sont sortis dès la sortie que ça ne servirait à rien. Mais par contre je trouvais intéressant de revenir sur un petit peu les 10 points à savoir avant de l'acheter parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas forcément été mentionnées directement et je vais te donner mon retour d'expérience, sachant que j'ai eu le Mavic Pro première génération, le Mavic 2 Pro, le Mavic 3, je fais du FPV, j'ai mon Cinelifter, donc voilà, on peut dire que je maîtrise un petit peu la bidouille. Allez c'est parti, on commence un petit peu avec ce que j'ai appelé les packs. Il faut savoir que si tu veux avoir la charge rapide en 250 watts, ce qui te permet, il me semble, de charger tes 3 batteries en 90 minutes, ce qui est juste extrêmement rapide, et il faudra obligatoirement partir sur le pack Flymore Combo. Dans le pack standard, effectivement, tu n'as pas le dock qui te permet de charger les 3 batteries à la fois, mais même si tu l'achètes après, en fait, dans le pack standard, ils te fournissent l'adaptateur secteur uniquement charge normale et pas la charge rapide 250 watts. Et ce fameux dock 250 watts, tu peux l'acheter à part, mais à 120 €. Donc c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant à ce moment-là de partir sur le Flymore Combo. Deuxième chose, la compression All-Ultra est disponible uniquement sur le drone qui a 512 Go de SSD. Le All-Ultra, effectivement, théoriquement, comme c'est moins compressé, tu es censé avoir plus d'informations. Bon, dans la pratique, en réalité, tu ne verras vraiment rien à l'œil. C'est uniquement au montage que tu verras effectivement une différence. Ta timeline sera plus fluide, mais ça, encore une fois, ça dépend de ta machine. Et là où je veux en venir, c'est que le All-Ultra n'est pas du tout essentiel. C'est pas ça qui va te faire de plus belles images. Et dans le pire des cas, tu peux toujours faire des proxys ou convertir tes fichiers en post-prod. Et pour ce qui est de la fameuse nouvelle RC2 Pro, pour moi, elle vaut vraiment le coup si tu es professionnel et de 1 que tu as besoin d'avoir un écran plus grand pour pouvoir montrer un retour clair à tes clients et surtout si tu as besoin de la prise HDMI pour pouvoir sortir un clean field. Ça, pour le coup, c'est vraiment un gros plus et ça va te permettre de retransmettre un retour clair à un client, à une régie, etc. En soi, c'est possible avec la RC2 puisqu'on a le port USB-C et puis on peut mettre un adaptateur HDMI. Mais le problème, c'est que tu n'auras pas de clean field, ça va uniquement reprojeter l'écran que tu as sur la RC, donc avec toutes les infos de vol, etc. Et si tu veux faire de la retransmission live et tout ça, c'est pas utilisable. Deuxième gros point, et ça pour moi c'est l'atout majeur, si tu fais régulièrement du vertical, le fait de pouvoir orienter l'écran en vertical, c'est un gros plus, puisque là du coup l'écran il est vraiment beaucoup plus grand que ce que l'on a avec la RC2, puisque là si on se met en vertical, on a uniquement la hauteur de l'écran. Mais sinon à part ça, bon, c'est à toi de juger. Effectivement, on a plus de boutons personnalisables et tout ça, c'est un plus. Mais bon, c'est pas indispensable, ça coûte 1000 € de plus. Et puis surtout, la radiocommande est vraiment plus grosse. Donc, il faudra aussi la transporter. Et ça, pour moi, j'avoue que le fait d'avoir la RC2, c'est un atout. Voilà, elle est beaucoup plus compacte. Moi, je suis parti sur le pack standard puisque avec mon Mavic 3, j'avais uniquement 2 batteries et ça me suffisait déjà, même quand je partais à la montagne et tout ça. Donc, avec 2 batteries sur ce drone-là, en plus du fait qu'on a 10 minutes de plus de temps de vol, on est vraiment large. Et je vais maintenant te donner mon retour d'expérience et puis je vais répondre aussi à quelques questions. On commence tout de suite avec le premier truc, le bruit. Est-ce que c'est plus bruyant ou pas? Alors honnêtement, j'ai pas fait de côte à côte, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus agréable le son du Mavic 4 Pro plutôt que le Mavic 3, puisqu'en fait le son est beaucoup plus grave, donc en fait c'est beaucoup moins dérangeant je trouve. Petite pause rapide dans la vidéo, si tu souhaites l'acheter ce Mavic 3 ou d'autres matériels d'ailleurs, c'est super, je te le souhaite. Mais n'oublie pas d'utiliser mon code créateur, Lucas, dans la boutique IPLN. IPLN, c'est à la fois un magasin physique présent à Lyon et maintenant depuis peu à Paris, mais aussi une boutique en ligne. Tu verras, le site est super bien fait et en plus, c'est livré hyper rapidement, plus rapide qu'Amazon. Moi, j'ai été livré à peine en 17 heures, un truc comme ça quoi. Ensuite, l'angle de champ du capteur principal, effectivement, on passe d'un 24 mm à un 28 sur ce Mavic 4. Honnêtement, il y en a qui diront que ça les dérange et il y en a d'autres qui diront que c'est super. Moi, je fais partie de la team qui te diront que c'est vraiment génial. Pourquoi? Déjà de 1, la majorité des personnes te diront qu'ils utilisent un 35 mm quand ils filment au sol. Et donc là, le fait d'avoir quelque chose qui se rapproche du 35 mm sur un drone, je trouve le résultat beaucoup plus intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a un deuxième point, l'écart entre le 24 et le 70 mm est énorme. Et donc le fait d'avoir un entre-deux, alors ça va pas changer la vie de passer de 24 à 28, mais voilà, le fait d'avoir quelque chose de un peu plus serré, parfois on se dit ah tiens, je vais rester sur le 28 mm plutôt que de passer à 70 parce que justement voilà, c'est un bon entre-deux. Et puis, puisqu'on parle de la qualité d'image, honnêtement, je pensais pas, mais il y a vraiment un gros gap. Alors moi, j'ai pas eu le Mavic 3 Pro, j'ai eu le Mavic 3 et j'ai pas fait de side by side, mais moi qui ai l'habitude d'utiliser le Mavic 3 et qui passe maintenant sur le Mavic 4 Pro, honnêtement, j'ai constaté une grosse différence, même sur le capteur principal. En fait, on se retrouve avec une image qui a vraiment bien plus de détails, mais attention, ce n'est pas du détail artificiel. Voilà, par exemple, sur les mini,
On a l'habitude d'avoir de la netteté qui est accentuée et ça c'est vraiment pas beau, c'est très sharp, ça fait téléphone, GoPro, voilà, t'appelles ça comme tu veux. Enfin bref, on n'est pas sur quelque chose de naturel qui est doux. Et là honnêtement, sur les 3 capteurs et surtout sur le capteur principal, j'ai été quand même étonné parce qu'on a beaucoup de détails et ça fait pas artificiel. En tout cas, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus d'une caméra style FX3 par exemple. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau détail, j'étais plutôt étonné, mais aussi la profondeur des couleurs et la dynamique du capteur. C'est quand même plutôt impressionnant. On a une image, encore une fois, qui est vraiment super belle. On a beaucoup d'informations dans les couleurs. Les dégradés, ils sont précis. Enfin, non, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis, les performances en basse luminosité sont bien meilleures. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'on a vraiment une homogénéité entre les 3 capteurs qui est assez impressionnante. Alors, on a une petite différence de teinte, mais c'est quand même plutôt léger. Même la plus longue focale, il me semble que c'est un 160 mm. Et honnêtement, on a quand même une image qui est quand même plutôt détaillée, une belle image, hein, alors que sur le Mavic 3 première génération, le 160 mm, honnêtement, il n'était pas vraiment utilisable. Mais là, il est vraiment exploitable. Donc ça, c'est cool. On a vraiment 3 capteurs qui sont vraiment exploitables avec du D-Log. On a l'Active Track sur les 3 capteurs. Donc ça, vraiment, c'est incroyable. Maintenant, parlons détails techniques, pilotage, etc. Alors forcément, on est sur quelque chose qui est plus réactif par rapport à un Mavic 3, même en mode normal, puisque il va à 90 km/h, alors qu'avant, on était limité à 70, il me semble. Donc ça, c'est un très bon point et ça veut dire qu'on va pouvoir aller plus vite en mode normal et donc avec la détection d'obstacles. Et ça, c'est cool pour pouvoir suivre des voitures, par exemple. Ensuite, la détection d'obstacles. Alors DJI a revu l'emplacement des caméras, ce qui fait qu'on a 3 caméras au-dessus et en dessous. Et donc, en fait, il va recréer une sphère un petit peu comme une caméra 360. Et ça a des avantages et des défauts. Donc l'avantage, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, surtout qu'on a le capteur LiDAR maintenant, ce qui lui permet d'avoir une meilleure détection d'obstacles en basse luminosité. Voilà, ça marche bien, globalement, il n'y a pas de souci. Mais le problème que l'on a, et on avait à peu près la même chose avec le Mavic 3 première génération quand il est sorti, c'est qu'en fait, le drone bloque beaucoup. Voilà, en fait, il va beaucoup se méfier et ça m'est même arrivé parfois que le drone, il était comme ça, il n'y avait rien autour du drone et il bloque. Voilà, il ne voulait pas avancer parce qu'il pensait qu'il y avait un obstacle. En fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a du soleil, comme ici, en fait, ça va taper vraiment sur les capteurs et lui, il est complètement surexposé et il a l'impression qu'il y a un obstacle là. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'en fait, les caméras du dessus, donc forcément, elles sont face au soleil, donc il va ajuster l'exposition. Et les caméras du dessous, forcément, le sol est beaucoup plus sombre, donc pareil, il va ajuster l'exposition pour pouvoir avoir une sphère homogène et détecter les obstacles. Mais le problème, c'est que quand le drone, il n'est pas comme ça, mais il avance, c'est que les caméras du dessous, elles doivent à la fois faire l'exposition sur le sol, mais également sur le soleil, sur le ciel. Et donc forcément, ça devient complètement surexposé et à ce moment-là, en fait, il ne voit plus du tout les obstacles. Donc ça, je ne sais pas du tout si DJI va régler ce problème ou pas, parce que c'est quand même plutôt problématique, les détecteurs sont très sensibles. Par contre, ce qui est vraiment bien, et ça c'est vraiment un plus, on a maintenant l'aperçu de la caméra du dessous. Et donc dès que tu vas baisser en altitude, lui automatiquement il va te montrer la caméra du dessous. L'autofocus, j'ai aussi l'impression qu'il est beaucoup plus performant et la détection des sujets a été nettement, mais vraiment nettement améliorée. Ça m'est arrivé une fois où j'étais dans la forêt et vraiment entre les feuilles, etc., on voit mon visage et un petit peu la voiture, mais c'est vraiment pas clair, hein. Même moi, si ça se trouve, je l'aurais pas vu. Et lui, il a su le reconnaître, quoi. Donc ça, pour le coup, on peut pas dire le contraire, ça marche vraiment bien. Même sur les oiseaux, il arrive à les suivre en mode spotlight ou active track. Les flares, ils sont aussi très jolis. Alors, il me semble que j'ai pas essayé avec les téléobjectifs de souvenir, mais avec le capteur principal, on a vraiment de beaux flares. Et ça, pour le coup, c'est encore une fois un plus. Chose vraiment, mais vraiment dommage, que ce soit sur la RC2 ou la RC2 Pro, on ne peut pas paramétrer une action pour double clic. Voilà, on peut assigner une action pour un clic ou un clic puis la molette, mais pas double clic. Et ça, c'est con, on aurait pu avoir des fonctionnalités en plus avec le double clic. Un autre truc aussi, DJI, s'il vous plaît, ajustez ça parce que c'est vraiment, mais vraiment chiant que ce soit sur toute la gamme des drones en fait depuis le début. Les assistances de prise de vue, en termes d'exposition, elles sont éclatées au sol. On a l'impression de filmer avec une FX3, non pas que c'est mauvais, mais en fait aujourd'hui on fait bien mieux. Voilà, on a juste un histogramme et puis l'alerte d'exposition, donc un zébra. Mais le zébra, on ne peut même pas le paramétrer, donc en soi, je ne sais même pas à combien de pourcents il doit être à 95, 98. Bon, ok, pourquoi pas. Mais le problème avec le zébra, et c'est exactement la même chose sur les boîtiers Sony, c'est que quand on met la lutte, donc l'aide à l'affichage Rec 709, en fait le zébra il se base pas sur le log, mais sur l'affichage que tu as sur l'écran. Donc en l'occurrence, si tu mets ta lutte, le zébra il va se baser sur le signal Rec 709 et pas sur le log. Et ce qui fait que du coup, tu exposes n'importe comment. Donc au final, moi, je suis tout le temps en train de voler, cadrer avec l'affichage log.
Tout simplement parce que c'est insupportable en fait de faire son exposition, de mettre la lutte, désactiver le zébra. Alors en soi ça pourrait être rapide, sur ma FX3 c'est rapide, mais parce qu'en fait on peut assigner des boutons personnalisables à la lutte et au zébra, chose qui n'est pas du tout possible avec les boutons personnalisables de la RC. Au niveau des filtres, bon c'est vrai que c'est plus une surprise parce qu'il y a eu beaucoup de suites de base et il est déjà conçu, on devait avoir un filtre électronique variable. Donc c'est un filtre que tu mets directement sur la nacelle, on a des petits connecteurs hein. Et puis sur DJI Fly tu peux faire varier l'intensité de ton neutre. Malheureusement le filtre n'est toujours pas sorti alors que de ce que j'ai entendu c'est fonctionnel. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a un problème, il y a des bugs, donc ça va arriver d'ici quelques semaines ou ça va sortir sur le prochain drone? Je ne sais pas, mais j'avoue que ça serait quand même vraiment une dinguerie qu'ils ajoutent ça quoi. Un petit point c'est vrai sur la construction du drone, bon c'est un produit qui est extrêmement bien fini, mais c'est vrai que il est plus vulnérable qu'un Mavic 3 forcément, puisque la nacelle elle n'est pas du tout protégée. Donc si tu craches, il y a de fortes chances que ça pète. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, le GPS, il fixe quand même beaucoup plus rapidement que le Mavic 3. Dès que tu l'allumes, globalement, c'est, je vais pas dire instantané, mais quasi quoi. Bon, et bien voilà les points sur lesquels je voulais revenir, mon retour d'expérience. Mais sinon, globalement, ça reste un putain de drone. La qualité d'image, elle est ouf, les assistants, c'est ouf. Sur le Mavic 3, c'était déjà excellent. Là, tu t'en doutes que c'est encore plus une dinguerie quoi. Si tu veux l'acheter, c'est super, je te le souhaite. En tout cas, n'oublie pas mon petit code créateur Lucas dans la boutique IPLN. Ça permet de soutenir mon travail. Suis-moi sur Instagram et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!